Et rebonjour et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue chez RNU. On va continuer la discussion avec Thibaut from Earth. Je vous invite vraiment à aller voir. Donc Thibaut, avant d'être artiste, c'était déjà un homme qui était sur le terrain, entre la Birmanie et la Thaïlande, comme il vous en a parlé tout à l'heure. C'est là qu'est né son projet humanitaire autour du Moringa. On va vous faire un petit peu voyager vite fait et vous allez voir un peu. Donc on va commencer déjà, on part en voyage et on y va. On va vous commencer. Et on arrive à l'aéroport de Rangoon. Et à l'aéroport de Rangoon, voilà, on y voit Thibaut qui commence à travailler là-bas. Donc Thibaut, comment pour toi là-bas? Ah, t'es vraiment chaud, Alex. Alors, comment tout a commencé? Ça a commencé, j'avais 21 ans. Et je suis parti pour faire un documentaire sur la musique traditionnelle de Bangkok jusqu'au nord, à Mae Sai, donc en Thaïlande. D'accord. Et l'idée, c'était de parcourir la frontière et de filmer les tribus, de filmer les gens avec des instruments atypiques. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et je me suis retrouvé dans une ville dont je peux citer le nom, qui s'appelle Mae Sot, en Thaïlande, Mae Sot. Et à Mae Sot, j'ai eu l'occasion de pouvoir me retrouver dans une école de birman, vraiment birman. Il y avait des tribus là-bas dedans, mais je ne comprenais rien à l'époque. Et j'avais ramené des harmonicas et j'ai filmé en fait. Je leur ai appris un petit morceau de blues, et on a fait ça avec une chanson dans leur langage. C'était très joli, et en fait ça m'a énormément touché. Par la suite, j'ai décidé de Sono possibile che era per portare è maggio qua la sera ora va la te pudo no te pudo ya qua la ta lo no te ora ai era ok le nya pu pu te ora ne o pa le gulli no che de gulli ne wa te ora sa de gulli ne de da ba la te pudo ko mu ra khai ne no te pudo ko mu khai ne ko te la pa me o la ne ka ma la ja ra nó bên mình phò thì đó cái phụ nữ đã ta phụ thị nó hay nhiều thị thế này bên mình này cái mà nên là cái mà cái tháp bích thị ấy nó đã cái đấy là phải nhớ là ô là phi tô là này nó cái mà là chào về đây nó ôi hay mà quá là vậy nó ôi xin lỗi cái má thì là bên mình là phi về phải này phi về phải cái bà cái quỳ à bố ta lý mà nó đóถ้าพุทธลีเลยจีเลยไปกินนี่ได้ละนี่ประตูได้เลยนั่นแหละเลยมาได้พุทธบอร์เดอร์เนาะไปละฮิตด้วยตาตาโลบะที่ฟันนี่เนาะผมละเลยเนาะผมละซื้อมาซื้อที่บาบว่าเนาะแต่ไม่กว่าได้กระติดไข่เนี่ยบาดมาเลยเนาะอะไรล่ะบาดได้ส่วนเริ่มนั่นแหละก็nó chemical pan nó mi ba nó gan pan nó cái đấy là gan là mà tí đó là cái tí là pan nó mi là nó đó bật chứa đó nó nhỏ yo đi đó là hay bảo là nisa à tụ là mà nó đó ta cứ xin lỗi cái vậy cái phọ nó chỉ bộ đôi má đó tôi lên thử có cả tin pha nó có phụ có là cái ba đó mà chưa ba đó đi đó làพอดีพอตาเลยคีติดพันเนี่ยทว่าโจงมาโลวาดาเลยทอก็อบพี่ติดพันเนี่ยโลวาเดสก็ติดมาเสียละที่บ้านตับเลยที่ไม่โลวาเนาะที่ไม่โลวาเนี่ยเลยที่ว่าเรากว่าเลยที่ไม่เอดออเดอร์เนาะที่ไม่โลวาเนี่ยคอมแม่ Est-ce que attends, on va juste rendre avec le petit détail là. Let's go! Thank you so much! Yes, still more good. We are providing food in a school. We are supporting about 5 schools here in Karen State, as probably some of you know already. And I would like to say special thanks to my bro Bastien, very faithful. C'est... Pourquoi je peux pas aller dedans? Here right now, it's a New Year's night.
Ouais, c'est vraiment, franchement... Ah, TikTok, ça me fait... Je suis navré, hein, mais excusez-moi, mais tout le monde, là... Ah, ça m'ennuie quand ça fait ça. Ça marchait bien tout à l'heure. C'était bien parti, pourtant. Hop, on va faire ça déjà, comme ça. Hop. I would like to thank you so much with your friends. You've been able to send us some money. As well, we can provide more food. Voilà. Yeah, we are very thankful for that. And also, I get something that makes me very happy right now. This is about serving the people and about giving myself to help the poor here. It was, and it's still the best thing never happened in my life to be able to help those people. So I would like to encourage everyone. Voilà, navré Thibaut, normalement on est bon. Avec plaisir. Navré, normalement on est bon. Donc j'ai remis la vidéo. Donc normalement au niveau son, vous devriez être bon, tout devrait être carré. Donc désolé, navré, on repart donc sur ce qu'on était en train de dire. Donc la question, c'était comment ça avait commencé pour toi. Donc tu nous parlais de Myria, c'est ça, si je m'ai retenu? Ok, je recommence du début. Ouais, s'il te plaît, ouais, si ça te dérange pas, ouais. Ok. Alors, je recommence du début, je vais te le faire concis. Alors, déjà, merci à tous d'être sur le live. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir partager ces activités et surtout cette cause qui est le soutien humanitaire d'enfants réfugiés de guerre en Birmanie. C'est quelque chose qui, évidemment, me touche énormément et je me réjouis. C'est un honneur de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui et de répondre à toutes vos questions. Je vais garder quelques éléments discrets concernant la géographie. Je vais te poser 2-3 questions par rapport à tout ça. Ton départ, tu l'as organisé comment? Tu étais seul, tu étais accompagné ou tu avais une structure pour t'accompagner? Alors effectivement, j'ai toujours fait mes choses premièrement seul, notamment parce que c'est quand même quelque chose d'assez risqué. Et au début, personne ne se rendait compte de ce que j'étais en train de mettre en place. Pour faire les choses simples, pour revenir justement à l'introduction de comment est-ce que je suis arrivé dans ces zones, comme je disais précédemment, mais vous ne m'avez pas entendu, je suis parti en Thaïlande à 21 ans pour faire un documentaire sur la musique traditionnelle et remonter toute la frontière depuis Bangkok jusqu'à Mae Sai au nord. Et en longeant la frontière birmane, où je me suis retrouvé dans une école, où j'ai apporté des harmonicas, on a fait de la musique ensemble, c'était super chouette, machin truc, machin truc. Ensuite, je suis revenu une deuxième fois, un peu plus âgé, genre 2-3 ans plus tard, pour faire un documentaire sur le trafic humain à la frontière et la corruption. Donc ça, c'était quelque chose qui me touchait fortement. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de rencontrer Rina. Rina, qui est donc une Karen, donc c'est une minorité ethnique issue de Birmanie, territoire birman, qui est génocidée par la dictature birmane depuis 75 ans. Rina a été expatriée en Norvège depuis une quinzaine d'années à ce moment-là. Et elle revenait en Thaïlande pour mener des activités humanitaires auprès de sa communauté, donc d'acheminer de la nourriture dans des écoles sous embargo. Un embargo, comme je disais aussi, c'est un territoire qui est absolument bloqué de l'extérieur, aucune ressource, pas d'électricité, rien du tout, et juste un terrain vague où les milices birmanes se permettent de pouvoir tirer sur les gens. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû fuir à ce moment-là la Thaïlande parce que j'avais la police aux trousses, parce que je faisais justement des documentaires. Enfin, j'étais là en train de filmer et de faire des interviews concernant le trafic humain et la corruption à la frontière. Donc la police n'aimait pas ça évidemment parce qu'elle gère quand même ces trafics. Alors j'ai fui pendant un an et demi. Ouais, c'est ce qui m'intéresse. Et du coup, j'ai dû fuir la Thaïlande pour revenir plus tard en étant plus discret. Et c'est à ce moment-là que grâce à Rina, j'ai pu accéder à ces terrains sous embargo et acheminer des tonnes de riz avec elle et son copain de l'époque qui s'appelait Kuidou. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu prendre contact, excuse-moi, je termine juste avec ça. C'est à ce moment-là qu'on a pu prendre contact avec des milices armées, donc des groupes indépendants armés qui nous ont permis de passer en pick-up via les checkpoints des Birmans et d'acheminer la nourriture dans des coins assez excentrés. D'accord. C'est un peu compliqué, ouais. Donc on voit un peu la logistique que tu as dû mettre en place, les contacts que tu as dû prendre, mais il y a plein de questions qui vont arriver, t'inquiète. La première impression que tu as eue quand tu es arrivé là-bas?
La première, quand je suis arrivé à Mae Sot, donc à 21 ans, j'étais absolument dépaysé. Je connaissais un petit peu la Thaïlande parce que j'avais déjà fait un voyage, j'avais 16 ans là-bas. Là, je revenais, j'avais appris le thaï entre-temps un petit peu. J'avais des potes thaï, je me sentais à l'aise en Thaïlande finalement. C'est un peu comme chez nous, tu vois. C'est juste d'un point de vue logistique, d'un point de vue infrastructure. Il y a juste une autre culture, soit, mais c'est vrai que c'était relativement facile de pouvoir bouger. Et lorsque je suis arrivé à Mae Sot, j'ai trouvé qu'il y avait un, tellement de cultures différentes, tellement de tribus finalement. Il y avait là un esprit extrêmement riche culturellement parlant, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a alpagué dans le sens où je ne comprenais plus ce qui se passait, parce que c'était plus Birman, Karen, Lissou, Aka, il y avait plein d'autres tribus qui en fait vraiment insufflaient leur culture dans la ville, et c'est quelque chose qui m'a absolument interloqué, qui m'a rendu très curieux et amoureux finalement de ce panache culturel, effectivement. J'étais totalement T'a- subjugué par cette diversité. T'avais déjà une idée précise du projet au niveau humanitaire quand t'es arrivé La là-bas, ou première fois ça que je suis s'est construit parti, sur le terrain? bah justement, c'est avec Rina, lorsqu'on est parti acheminer de la nourriture, je faisais un documentaire justement sur le premier acheminement, le premier convoi militaire qu'on faisait. Et Mhm. mon idée, c'était de faire un documentaire et d'en parler au monde pour témoigner de ce qui se passait sur le terrain. Donc effectivement, j'avais pas forcément l'idée. Et ensuite, je suis revenu en Suisse pour un tournage, parce que je travaille aussi dans l'industrie du film et de la télé, et je me suis retrouvé à faire un film bref, une série suisse. Et puis à ce moment-là, j'ai eu une vision hyper claire de qu'est-ce que je pouvais mettre en place. J'avais encore jamais touché de moringa de ma vie. C'est cet arbre qu'on allait cultiver justement, On, on- des on va en milliers parler d'arbres un qu'on peu allait après, ouais. cultiver Ouais. dans ces écoles. Et en fait, la vision m'est apparue très clairement à ce moment-là où j'étais assez connecté finalement avec la nature, et dont je suis toujours, et avec la vie. Et en fait, j'ai reçu lors d'un instant un éclair qui était le business model que j'allais mettre en place. Et je fais des dessins, j'avais déjà le brand, j'avais le logo, enfin j'avais le titre du projet, et aussi l'impact que ça allait pouvoir avoir sur les communautés. Et surtout, j'avais aussi la vision à l'international du projet. Donc je suis arrivé ensuite en Thaïlande pour mettre en place le système. Et c'était comme si toutes les portes étaient ouvertes, dans le sens où les gens qui ont collaboré avec moi, que ce soit des professeurs ou des généraux militaires ou des soldats ou des espions, il y a un tas de trucs comme ça qui se passent là-bas que j'ai pu découvrir après coup, la position des gens. Tout a été ouvert pour moi pour aller planter des arbres et acheminer de la nourriture, et ensuite en faire un business assez virtueux. Donc non, je Alors, n'avais pas d'idée proprement dite de base, ça s'est fait avec le temps. ça s'est fait avec le temps, donc sur le terrain. Et pourquoi la communauté Karen, spécialement eux? Pourquoi pas une autre? Ça, je pense que c'est une question de facilité aussi, parce que j'ai rencontré Rina, qui est issue de cette minorité, et, D'accord, ouais, donc ça t'a et amené vers eux, elle quoi. m'a apporté les contacts que j'avais besoin justement pour pouvoir organiser la logistique. Et je n'ai qu'une vie dans le sens où les histoires que je peux vivre aujourd'hui vont déterminer mes actions de demain. Et voilà pourquoi j'ai choisi les Karen, parce que je les connaissais. C'est ça. Et je voulais te demander pourquoi le moringa, mais le moringa, en fait, on l'a expliqué plus ou moins tout à l'heure, vite fait, mais c'est un arbre qui pousse vite, qui a un rendement qui est quand même assez sympa au niveau de la productivité, et puis assez facile à travailler, on va dire. Et c'est pour ça que tu as choisi le Effectivement. moringa. Et puis a priori, je pense qu'il doit bien se cultiver là-bas. Le climat doit s'y prêter. Sinon, tu aurais pris autre chose, j'imagine. Tu as fait des recherches. Tu t'es Oui, fait entourer. affirmatif. Effectivement, merci pour les questions. Effectivement, le moringa, c'est un arbre qui pousse extrêmement vite. On peut taper dans les 3 mètres au bout de 4 mois, après Ouais, c'est quand même pas mal au bout de avoir 4 mois, planté quoi. les graines pendant la saison des moussons. Oui, oui, c'est très bien. Et en fait, le moringa, ça m'est venu dans la vision, en fait. C'était quelque chose qui est apparu comme ça. Je sais plus si mon frère m'avait parlé du moringa avant, parce qu'il était assez dans la nutrition à ce moment-là. Et ça, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un truc assez magique, finalement. Et ça a apparu dans ma vision, il fallait que j'aille planter du moringa là-bas, et je ne savais pas s'il y avait des graines, donc j'ai essayé de trouver des graines à Bangkok. Elles étaient toutes périmées, et finalement je me suis retrouvé sur le terrain à planter des graines périmées, et finalement aussi à trouver des arbres chez les particuliers. Et je demandais à ces gens-là de récolter leurs graines, ils acceptaient, j'ai pu récolter des milliers de graines, et ensuite je payais les gens pour récolter des graines et me les filer, je payais les graines en fait.
Et, D'accord. et c'est à ce moment-là que j'ai pu commencer à planter. On a pu commencer à planter en masse Et tu t'attendais à un dans projet différentes écoles sous embargo. ouais, 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 ouais. Bah oui, oui, sous embargo, ouais, forcément. Je sais pas, aujourd'hui c'est toujours sous embargo ou pas du tout. Oui. Ouais, ouais, donc ouais. Tu t'attendais à un projet aussi humain quand tu y as été ou c'était pour aider avant tout quand tu y as été? Bien sûr. Non, non, mais je partais vraiment avec l'idée de... Pendant très longtemps, en fait, je pense que quand j'étais au lycée, je me disais, tiens, je veux faire des films pour changer le monde. Et j'essayais de trouver des idées, des machins. Je mettais en place mon système avec des films et des trucs comme ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que vraiment, pour avoir un impact et pour pouvoir aider, en quelque sorte, ce qui était ma valeur, ce n'était pas en faisant des films, mais c'était en agissant directement sur le terrain. Et ensuite, le film venait parachever la Oui, oui, communication. c'était le Mais, final, quoi, c'est mais avant la tout, c'était conclusion. vraiment pour me dévouer à une cause humaine, non parce que j'ai le complexe de Superman et il faut absolument que j'aide mon prochain, même s'il n'a pas besoin, mais simplement parce que c'est une activité qui me fait grandement plaisir. Donc c'est finalement très égoïste. Pour moi, ce que je fais, c'est aider l'autre. Pour moi, c'est la chose la plus égoïste qui soit Oui, parce parce que que t'aides l'autre, rien mais d'autre tu le que fais pour ça toi. puisse te procurer autant de bonheur dans le monde que ça. Ok, mais je vois bien, C'est ouais. avant tout Et quand tu étais là-bas, mon kiff. que tu étais avec Rina, là, que tu as commencé à connaître la communauté Karen, tout ça, est-ce que dans ta tête, tu pensais que ce projet, il allait changer toute ta vie ou pas? Alors, à ce moment-là, effectivement, je réfléchissais pas de cette manière-là, parce que pour moi, il était important de mettre en place un système qui puisse subvenir aux besoins des enfants, c'est-à-dire de les alimenter et de sauver des vies, parce qu'effectivement, il y avait des infections, il y avait des problèmes, des accidents, des brûlures au troisième degré. Il y a eu tellement de problèmes que, effectivement, la mission première était d'agir sans se poser de questions sur qu'est-ce qu'il va en advenir de ce projet-là. Et du coup, c'était plutôt une sorte de répondre à un besoin. Et Mhm. finalement, une vision très entrepreneuriale, un besoin, une solution. Donc on va faire une petite transition rapide pour parler un petit peu de toute cette rencontre et puis surtout, bah, en plus de la rencontre, euh, comment tu as vécu un peu le quotidien là-bas en fait? C'est surtout ça qui m'intéresse, parce que, quoi, surtout, ça m'intéresse comme le reste, mais comment tu as un peu vécu le quotidien là-bas? À quoi ressemblait ton quotidien quand tu étais là-bas, une fois que tu étais installé, que tu étais Alors, en place? Attends, je vais baisser le son oui, encore. alors, Vas-y, on t'écoute. alors effectivement, c'est en quelque sorte comme être un soldat en mode incognito, où je devais déjouer l'immigration thaïlandaise pour pouvoir rester le plus longtemps possible sur les terrains, où je devais aussi faire attention aux frontières lorsque je traversais sur une pirogue ou dans la jungle. Il fallait que je fasse attention avec qui je m'entretenais. Il fallait que, à des moments, je ne pouvais pas aller sur le terrain sous embargo parce qu'il y avait des Birmans, parce qu'il y avait des groupes armés indépendants qui ne sont pas forcément bienvenus, qui creusaient des tranchées dans des endroits ou des machins. Il y avait du trafic de yaba aussi en frontière. Donc, effectivement, que pour y aller, je ne pouvais pas juste prendre mon sac et me dire, allez, tiens, j'y vais. Il Mm. fallait que je contacte mes collaborateurs de l'autre côté, c'est-à-dire des professeurs d'école ou des, des, euh, des comment on dit ça, ouais, bref, des profs. C'est eux avec qui on gérait la logistique. Notamment, il y a eu Silla, Silla, ce qui veut dire professeur Silla, avec qui j'ai organisé pratiquement l'entièreté de la logistique sur le terrain sous embargo et partiellement en Thaïlande, parce qu'il avait, lui, il passait aussi comme un petit peu une souris devant le chat, les frontières pour pouvoir acheminer de la nourriture pour les enfants. Donc en fait, c'était en quelque sorte une chasse à c'était un gros cache-cache avec les autorités thaïlandaises et birmanes. D'accord. Et donc, du coup, ça t'a mis des défis, je pense, j'imagine, au niveau logistique et accès, tout ça, ça a dû te mettre des obstacles. C'était comment au niveau logistique? Parce que si j'ai bien compris, tu cultivais en Birmanie et tu transformais en Thaïlande. C'était ça l'idée, hein. Exactement. Voilà. Donc, pour passer les checkpoints, tout ça, t'avais quoi comme technique? Alors, effectivement, d'un point de vue logistique, ça se passait relativement bien, en tout cas pour moi, parce que c'est quelque chose qui m'est absolument naturel. Peut-être que pour d'autres personnes et d'autres personnes Mm. qui voient cette vidéo, ça peut leur paraître un petit peu fou. Effectivement, il faut acheminer
le moringa, une fois qu'on a récolté les feuilles, bah, tu vois les enfants en train de les récolter là, il faut l'acheminer en Thaïlande. Donc ce qui se passait, c'est qu'on mettait tout ça dans des sacs de riz, on passait les frontières et j'avais mon scout qui m'attendait de l'autre côté de la rivière et je passais les checkpoints de manière relativement simple dans le sens où les autorités en vigueur à ce moment-là, pour beaucoup, étaient aussi issus de minorités ethniques. C'était des soldats thaïs, mais Karen, parce qu'ils connaissaient le langage. Donc le gouvernement, enfin en tout cas le régime militaire thaï, mettait ces gars-là aux frontières qui puissent gérer justement et organiser, laisser une certaine porosité des frontières pour permettre à leur peuple aussi, et la Thaïlande en est absolument consciente, de permettre un léger trafic au niveau des frontières pour tout ce qui est apatride. Donc ce qui me permettait de pouvoir avoir une zone de mouvement qui était sans trop de risques, vraiment, lorsqu'on était proche du territoire thaïlandais. Concernant la nourriture, c'était un peu pareil. On acheminait la nourriture par ces mêmes checkpoints et par ces mêmes points de rivière, en fait, qui nous permettaient de traverser. Ça s'appelle la Moe River. C'est celle qui passe vers Mesot. Tu peux trouver ça sur Google Maps. Et on acheminait la nourriture comme ça. Et ensuite, sur le terrain, on avait des pick-up avec des militaires qui nous permettaient de pouvoir alimenter certaines régions plus ou moins excentrées. Comment tu as financé ça, c'était plus chaud. Comment tu as financé et organisé les ressources sur place? Tu as fait ça comment? Alors, premièrement, quand je suis venu ici, avant de lancer le projet sérieusement, c'est-à-dire en investissant dans les graines, dans les terrains, dans les réservoirs d'eau et tout ça, en fait, j'ai bossé sur un film ici qui m'a permis de gagner suffisamment d'argent et pour pouvoir injecter 1600 € pendant 1 an en matières premières et en infrastructure et en salaire pour ceux qui allaient sauter dans l'aventure avec moi, en outillage et tout ça. Donc ça, c'est vraiment, voilà, j'ai eu 1 an où je me suis dit, bon, bah là, je vais gagner tant. Enfin, je vais gagner tant. Non, je pensais pas à moi. Mon argent propre, moi, mon truc à moi, c'est gagner de l'oseille pour pouvoir faire des activités super cool autour du monde. Donc c'est vraiment mon délire. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer mon aventure et on est très vite devenu, je ne vais pas dire rentable, parce que l'idée, c'était pas de gagner de l'argent, mais c'était de pouvoir réinjecter l'argent dans le système caritatif. Dans le système, en tout cas, nous sommes devenus... on avait notre fonds de roulement qui est arrivé au bout de 6 mois, je dirais. On a réussi à commencer à vendre nos premiers moringas. En auto-entreprise, quoi. Ce que vous fabriquiez, vous rendez l'argent pour pouvoir continuer à fabriquer. Vous étiez indépendant, autosuffisant, quoi. Oui, alors là, il n'y avait aucune structure juridique. Hein. C'était vraiment moi face aux institutions et il fallait que je trouve des solutions pour mettre en place un système. Par la suite, au bout de 4 ans et demi de boulot, effectivement, là, j'étais en train de commencer d'officialiser l'histoire. Mais tout au début, effectivement, que c'était totalement illégal ce que je faisais. Donc, bien sûr que je ne pouvais pas avoir une structure qui me permettait de pouvoir simplement faire une comptabilité, déclarer les revenus. Donc, c'était pas le but. Le but pour moi, aventure. Là-bas, toi, une fois que tu étais là-bas, donc dans les communautés Karen, ta place pour toi, comment tu la vois? Tu la vois plus comme formateur, coordinateur, ami, témoin? Tu t'es senti comment par rapport au regard qu'ils avaient sur toi? Moi, je suis comme un pont, en fait. Je suis un pont entre des civilisations. Moi, j'ai accès à tout. Si j'ai le moindre souci, je peux traverser et aller me faire soigner en Thaïlande, ce qui n'est pas leur cas. Oui. Et donc, en fait, moi, je suis un pont. Et ils m'appelaient là-bas tonton Tib, quoi. J'étais en quelque sorte l'étranger qui venait rapporter de la bouffe et qui leur donnait un moyen de pouvoir aussi de l'argent parce que je rémunérais les profs qui bossaient et qui menaient ça, sans compter les tonnes et les tonnes de riz, de poissons, d'œufs, d'huile, de sel qu'on a pu acheminer. Effectivement, ils me voyaient un peu comme un bienfaiteur et c'était d'ailleurs ce qui m'a permis de pouvoir face aux autorités militaires, parce qu'il y a des groupes indépendants un petit peu partout qui gèrent les territoires, c'est grâce à cette attitude et à cette posture de bienfaiteur que j'ai pu justement avoir accès à des endroits où finalement il est très difficile d'avoir accès. Ok. Et là-bas pour toi, les plus grandes difficultés, c'était quoi? C'était humaines ou matérielles, les plus grandes difficultés? Compliqué comme question, la plus grande je sais. Difficulté, je vois pas je vois pas ça comme ça en fait. Moi, je vois pas de difficulté dans la vie en général. Je vois juste des obstacles, des solutions à trouver. Moi, je suis un mec qui trouve des solutions. Je suis un exécutif. Donc là-bas, je voyais pas de difficulté. Je voyais juste, en quelque sorte, comme une stratégie à opérer pour pouvoir atteindre notre but, qui est d'alimenter les enfants.
Donc, peu importe ce qui puisse se passer, dès qu'il y avait des problèmes, mon mode Super Saiyan se mettait en place et c'est là-dedans que j'étais le plus fonctionnel, le plus Mmh. intelligent. C'est lorsque j'ai de la dopamine, du danger Ce et que tu lorsqu'il y a disais des tout à obstacles l'heure. face à Mmh. moi qu'il faut que je trouve des solutions. Donc non, pour moi, il n'y avait aucune difficulté. Et bien sûr, il y a une chose majeure, mais qui a l'air tellement finalement simple à comprendre, c'est le génocide. Ça, c'est quand même un truc qui est quand même redoutable, dans le sens où tu imagines que aider des gens qui se font génocider, tu deviens l'ennemi de tes amis, tu deviens en quelque sorte euh, l'ennemi de la dictature Mmh, qui mmh. génocide ces gens-là. Donc effectivement, peut-être la difficulté était pour moi de garder une posture neutre, quand bien même j'aidais des gens qui se faisaient tuer, et d'essayer en quelque sorte, mon problème majeur psychologique, c'était finalement de ne pas pouvoir résoudre le conflit politique, bien sûr. Euh, et ça, c'est une frustration que je vis encore aujourd'hui. En revanche, je peux rendre la peine des gens plus douce. Voilà. Mmh. Et surtout, donner à bouffer aux enfants, ouais, ouais, c'est clair. Ouais, mais il y a eu tellement de choses, t'imagines, t'es sous embargo, il n'y a Tu... rien, effectivement, Bah qu'il y oui, a toujours des j'imagine, obstacles. ça devait pas être simple, mais tiens, d'ailleurs, en parlant, tu te souviens d'un moment précis qui t'a marqué, un visage, une parole là-bas? Mais vraiment précis, un truc qui t'a vraiment marqué? Oh, oui, il y en a plusieurs qui me reviennent en tête, hein. Il y a notamment ce prof d'une école, professeur, il était proviseur, directeur de l'école à ce moment-là. C'est une école, c'est une cabane en bois, hein. Et sa fille avait subi une césarienne. Par chance, elle a pu atteindre un hôpital en Thaïlande. Et puis là, elle était retournée dans sa cahute. Et moi, je débarque et ils me disent: Ah, Titi Thibaut, parce que c'est Titi, Titi, ça veut dire tonton, viens faire viens laver la césarienne. Et en fait, il me faisait tellement confiance que le papa me demandait de venir faire le, le- le- l'infirmier et laver les plaies des gens parce que j'étais très investi aussi, notamment avec des gens qui étaient brûlés ou des gens qui avaient des infections ou des gens très malades, malaria, trachéotomie. Et en fait, je reliais pas mal d'organisations qui permettaient à des enfants de pouvoir avoir des opérations ou des adultes. Donc en fait, il me considérait aussi un peu comme un infirmier. Et c'est vrai que ce moment-là où on m'a tellement fait confiance que on m'a octroyé le plaisir de laver une césarienne, j'avais jamais fait ça. C'est très touchant, Tu effectivement. m'étonnes. Ouais, c'est pas tous les jours que tu fais ça, quoi. Ouais, j'imagine. Hein. Et Non, maintenant, c'est chelou. le truc, le truc, c'est, t'es français, tu parles français. La langue, la culture, t'as trouvé ton équilibre comment là-bas? Dans tout ça, t'as Alors, trouvé un équilibre, t'as fait comment? Donc je sais, bah tu m'as dit que bon, tu bah parlais déjà, thaï. ouais, alors je parle effectivement un petit peu thaïlandais. L'intérêt pour eux, pour les enfants, c'est d'entendre l'anglais, s'ouvrir sur le monde et d'entendre de l'anglais. Donc Ok. effectivement que j'allais pas leur parler en karen, quand bien même je connais deux, trois mots, et quand j'y suis, bah, bien sûr que je leur parle karen. Walagi kaware, omiwili, ce qui veut dire bonjour tout le monde, est-ce que vous avez mangé? C'est la première question, la question qu'on se pose quand on veut savoir si quelqu'un va bien, c'est est-ce que tu as mangé? Le but était de parler anglais pour les familiariser avec cette langue. Il n'y avait aucun souci parce que les profs, ils parlent anglais. En tout cas, mes collaborateurs principaux, j'avais toujours de quoi trouver des traducteurs pour pouvoir mener ma petite barque. Ok. Ouais, donc ça en fait des choses à raconter quand même. Hein. Donc là, on voit un peu comment ça se Mhm. passait là-bas. Par rapport à ce que tu m'as donné, j'ai fait un petit montage. Donc on voit les gens là qui travaillent. Bah, je pense Superbe, que c'est la communauté Karen. Hein. On voit les enfants, les sourires des c'est enfants. ça. Flower qui dit ça, qui est dans le chat, qui travaille aussi avec des enfants. Et elle dit juste une chose simple, hein. Le sourire d'un enfant, c'est tout, quoi. Vraiment bravo, quoi. Ouais, pas plus, quoi. Rien de Ah demander de ouais, plus, quoi. ouais, Et ouais, c'est c'est vrai fou. que, Ouais, voilà, ouais. l'innocence de l'enfance. L'innocence de l'enfance. Ah, ça me fait le frisson. Ah, Ah, c'est taré, c'est un truc de malade. oui, bah, c'est. C'est vraiment fou. Alors, je sais que dans toute cette histoire, tu avais mis des choses en place. Ça marchait, tu faisais tourner ton entreprise, tu récupérais de l'argent, tu étais autosuffisant, on est bien d'accord, tu revendais ton. Et il y a eu. Tu peux nous expliquer un peu comment tu as mis tout ça en place parce qu'on parlait de rentabilité, tout ça tout à l'heure. Donner un peu des petites idées s'il y a des gens qui seraient intéressés. Oui, alors c'est très simple en fait.
Une question que je me pose, que je me suis pas posée à ce moment-là, que je me pose aujourd'hui, c'est le besoin du monde. De quoi le monde a-t-il besoin d'un point de vue entrepreneur, même artiste? Tu as besoin de fournir quelque chose dont le monde a besoin. À ce moment-là, je m'en rendais pas compte en fait, parce que j'ai eu la vision, il fallait que j'y aille, et je voyais sur le terrain en fait qu'il y avait ces grosses disparités sociales pour lesquelles je voulais œuvrer. Euh, et en fait, ce qui était très intéressant d'un point de vue business à ce moment-là, c'est qu'une fois que j'ai partagé en masse j'étais sur Facebook à l'époque, mes initiatives On a passé le lien pour humanitaires, Facebook. Ouais. caritatives, parce on a cheminé de la nourriture. La communauté Karen qui a été expatriée dans le monde, aux États-Unis, essentiellement en Australie, en Norvège, Finlande et Angleterre, ont commencé à me suivre sur les réseaux et à soutenir en quelque sorte, bah oui, clairement, soutenir, commenter, supporter, envoyer de C'est bien. l'oseille, mon activité caritative qui voyaient un blanc souterrain miné sur les terrains là-bas. Ils savent très bien comment ça se passe, la géopolitique du coin. Donc ils se disaient, OK, bah voilà, le gars, il s'est investi, il donne sa vie pour œuvrer pour notre peuple, donc on va le soutenir, on va partager ses vidéos et tout ça et tout ça. C'était ces mêmes gens-là qui ont commencé à me suivre avec mes œuvres caritatives, qui ont été mes premiers clients, donc qui ont été nos premiers clients, pardon. Donc dès que j'ai commencé à partager sur le Moringa, qui s'appelle Dan de l'eau en carène, bien sûr en annonçant tous les bienfaits de cette denrée, énormément de carènes autour du monde ont commencé à commander nos productions jusqu'à ce que certains commandent jusqu'à 1500 $ américains de Moringa pour pouvoir ensuite faire leur petit business chez eux, aux États-Unis, auprès de leur communauté Karen. Donc en fait, d'un point de vue rentabilité, il est vrai que ce qui comptait pour moi, c'était de maintenir le bateau pour pouvoir continuer d'avancer. Étant allergique de l'administratif, moi ce que je veux, c'est de l'exécution. Et c'est là où je suis le meilleur. L'administratif, j'ai horreur de ça. Ce qu'il me fallait juste, c'était suffisamment d'oseille pour pouvoir maintenir le système et puis continuer à acheminer de la nourriture. Euh, Sans me poser finalement la question de quoi le monde a besoin, ce qu'aujourd'hui je fais. Alors qu'à l'époque, ça a marché, c'était peut-être un coup de chance. En tout cas, les gens avaient besoin de moringa dans leur diète, Mhm. et ce qui m'a permis de pouvoir effectivement garder cette activité pendant près de 5 ans. 5 ans, ouais. Donc, C'était alors, encore très peu connu, alors qu'aujourd'hui le moringa est plus connu et on le retrouve dans les magasins bio en Europe. alors, Stampé bio, AB+, et tout ça. ouais, ouais, bah, j'ai Le vu, il y zéro. a quand même énormément de trucs maintenant sur le Moringa. Ouais. T'as peut-être aidé à développer le truc, j'en sais rien, peut-être, on va savoir. Hein. Je pense que mon impact a été relativement minime d'un point de vue sensibilisation mondiale, mais en tout cas, j'ai fait mon petit chemin avant que la vague se lance, et aujourd'hui, la Mm. vague est presque à son pic en termes de commercialisation du Moringa international, hein, ouais, c'est ça. Et Et moi, j'ai décidé de ne plus en faire partie pour certaines raisons qu'on va mentionner tout à l'heure. c'est ça, c'est ça. Et justement, on va y venir. Donc, t'as mis ça en place, ça a duré, donc tu m'as dit 5 ans là-bas? C'est ça, 5 ans. Alors d'aujourd'hui, la structure que tu as mis en place, ça devient quoi? C'est où? Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus là-bas, tu es en France. Donc, je voudrais savoir, Exactement. voilà, savoir un peu comment tu... Parce que ça s'est arrêté, a priori, tu m'en parlais, on en a discuté un peu. Hein, et à cause du Covid, à l'époque, le Covid qui t'a mis un coup d'épée, quoi, et qui t'a... dans toute cette démarche. T'es où quand il s'est passé ça? T'étais où? T'étais encore là-bas ou t'étais en France quand il y a eu le Covid, que ça a un peu Oui, stoppé non, non. Alors, j'étais sur le terrain tout du long, jusqu'au premier confinement. Et après le premier confinement, qui était à peu près à la même période en Thaïlande, c'était le premier confinement mondial, là, ouais. Alors effectivement, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, en 5 ans, il s'en passe des choses. Et le Covid a eu un impact euh, très dur concernant nos exportations aux États-Unis et en Australie, à savoir que c'était 80% de notre marché. Et Mhm. effectivement, je ne pouvais plus envoyer le Moringa là-bas sans craindre de nous faire confisquer la marchandise par les douanes. Parce que complément alimentaire, politique d'importation de compléments alimentaires est très restreinte. Voilà. Voilà. Alors du coup, je prenais des risques. Et effectivement, envoyer une cargaison de 20 kilos de moringa, ça nous rapportait de l'argent. Mais si je devais le faire 2 fois parce que la douane avait intercepté notre marchandise, on C'était pas gagnait plus rentable. d'argent. Donc c'était plus Mm. intéressant. Non, c'était pas rentable. Et puis on parle même pas de rentabilité. On parle d'avoir, ouais, un minimum de retour pour pouvoir racheter de la bouffe.
et maintenir notre système en place. Je faisais vraiment pas ça pour gagner de l'argent. Je pense que j'en ai pas Ouais, non, vraiment mais c'est gagné ça que parce je que veux tout dire. a C'était été pas rentable dans réinjecté. la mesure où t'as dépensé de l'énergie, tu vends et puis tu vas pas récupérer Effectivement, d'argent. Et si tu récupères, bah forcément, on a bien compris que effectivement. c'était pas pour gagner de l'argent, Voilà. c'était vraiment pour venir en aide Et ouais, aux communautés Karen, c'est hein. ça, Ça, on l'a très très bien c'est compris, ça. quoi. Et tu l'as vécu comment cette rupture alors du Et coup? euh, alors c'est assez étrange en fait parce que Parce que il y a t'as dû plusieurs avoir éléments et je peur. vais juste rajouter cet élément-là avant Vas-y. de vivre ce que j'ai vécu de la rupture. Il y avait aussi, j'ai dû arrêter parce qu'en fait, des territoires qu'on exploitait, d'ailleurs des photos et des vidéos, il y a un plan drone à un moment d'une plantation. Ça c'est la première plantation qu'on a mis en place dans un village, enfin dans une école. Et cette plantation a été détruite et ils ont construit une prison militaire à la place. Alors qu'avant c'était un Mince. cimetière militaire, c'est devenu un champ de moringa et maintenant c'est une prison qui a été Ouais. le terrain a été repris par un groupe indépendant armé qui est vraiment à la botte de la milice birmane. Et du coup, le système en vigueur avec lequel je travaillais, qui s'appelle les KNUPC, les Karen National Union Peace Council, ont dû quitter le terrain et notamment la protection des écoles pour laisser la place aux BGF, Border Guard Force, c'est-à-dire des Karen qui sont à la botte des Birmans et qui gèrent les frontières. Donc en fait, il y a eu plusieurs retournements de situation sur le terrain qui m'ont en quelque sorte empêché de pouvoir avoir accès à certaines plantations, celle-ci premièrement, et qui dit plus accès à la plantation dit plus accès non plus à la production. D'accord. Donc ça c'est une chose. Le Covid a permis à la milice, à la dictature birmane de pouvoir sans retenue faire Ouais, la pression œuvrer comme partout ils et œuvrent, tirer. voilà, ok, ouais. Ouais, c'est ça, comme ils œuvrent depuis toujours, sauf que là C'est ça, maintenant ouais, ouais. il n'y a plus d'informations qui peuvent filtrer la frontière. C'est open bar pour eux de pouvoir tuer tout le monde. Alors, effectivement, cette situation géopolitique m'a empêché d'accéder au territoire. J'essayais de maintenir le bateau avec les plantations que j'avais réussi à maintenir en Thaïlande, parce que aussi j'avais deux plantations en Thaïlande, une dans une école qui poussait très mal et une autre dans un terrain privé où ça me coûtait cher de récolter les moringas, parce que c'était des champs, enfin bref. Et du Donc, coup, en plus de me faire escroquer mon entreprise par une Thaïlandaise soi-disant bienveillante, ouais, qui en on est des fait gens compris. m'a détourné une partie de l'investissement pour pouvoir officialiser notre entreprise en Thaïlande. Il fallait passer par un partenariat avec des Thaïlandais à hauteur de 51% de propriété pour les Thaïlandais et du coup 49% pour l'étranger. Donc l'idée, c'était de diviser ces 51% en deux parties, donc en 25-5, avec elle et un autre qui ne se connaissent pas, pour pouvoir garder la majorité dans mon entreprise à ce moment-là, qui serait officiellement thaïlandaise, qui nous aurait permis de pouvoir exporter en Europe et de vendre ensuite avec le brevet AB01, les trucs bio, dans tout ce qui est Mhm. chaîne alimentaire organique. Et en fait, elle m'a tout mis à l'envers. Et du coup, ça, plus le Covid, plus aussi un peu la fatigue d'être le petit soldat depuis tant de temps. J'avais Ouais. besoin un petit peu de retrouver ma famille et de ne plus jouer au chat et à la souris. Alors, je suis rentré effectivement en France et j'ai relancé le Moringa en Europe, du moins en France premièrement. Et j'avais perdu en fait la foi parce que je n'étais plus le petit soldat que j'ai besoin d'être. Et du coup, j'étais logisticien et administrateur et c'est quelque chose qui me déplaît au plus haut point. Alors, effectivement, j'ai mis ça de côté avec un certain regret, et une certaine libération aussi, une certaine nostalgie ou peut-être même un léger déni, dans le sens où quitter quelque chose, une activité aussi puissante ne se fait pas sans séquelles. Et effectivement, il m'a fallu un certain temps avant de pouvoir recontacter mes amis là-bas et de me redire, tiens, je suis avec vous, même à distance. Il y avait une sorte de C'est défaite, ça. tu vois. C'est Sauf que ça. maintenant, je reviens plus fort avec un nouveau système. Le lien, il a été maintenu malgré tout avec la communauté Karen, j'imagine. Oui, bien sûr, elle a été Ouais. maintenue de manière assez éparse finalement, parce qu'il fallait que je me reconstruise aussi ici, tu vois. Il fallait que je retrouve finalement, après le Covid, un truc qui puisse aussi me stimuler au plus haut point. Et c'est là que j'ai commencé à monter plusieurs entreprises et à me rendre compte dans ce que je faisais. J'ai monté une boîte de marketing, j'ai monté une boîte de fringues où j'importais des habits de Chine, des gros plaids à capuche, enfin bref, des trucs comme ça. Et je me rendais compte à ce moment-là que ça ne me correspondait pas. Je voulais juste me faire de l'oseille. Pourquoi? Pour devenir multimillionnaire, c'est ça. C'est toujours un peu mon kiff d'ailleurs. Et là maintenant, je veux le faire avec la sculpture.
Et du coup, bah oui, non, mais voilà, avoir un max d'oseille, ça te permet d'être un max toi-même et puis de pouvoir mener des activités à travers le monde extraordinaires. Donc, c'est vraiment mon but maintenant avec ce nouveau business que je tiens depuis voilà, 3 ans et demi, 4 ans, la sculpture. Donc, effectivement, c'était difficile. Et là où ça a été libérateur, c'est de me dire, mais en fait, la sculpture, ça peut être gage aussi d'activités humanitaires assez extraordinaires, dans le sens où on n'a plus besoin de plantations, on n'a plus besoin d'usines, on n'a plus C'est besoin ça. de C'est là, chambres, tu sais, avec hygiène, machin truc. c'est là où je On voulais en venir, mais produit avec du coup, les enfants. tu fais la transition, c'est là où je voulais en venir, parce Vas-y. que c'est là où je voulais en venir, parce que tu as été là-bas, tu as mis le Moringa en place, et bah, le Covid, ça a tout arrêté quelque part, mais paradoxalement, c'est aussi ce qui a donné la force à un autre souffle, celui de l'art, qui te fait ton relais d'action, en fait, quoi, j'imagine, je pense. Parce qu'en fait, Oui, du alors coup, le effectivement, Moringa, est-ce que c'est de la chance? bah, c'est peut-être un mal pour un bien. Oui, mais est-ce que c'est de la chance d'avoir découvert de la sculpture? Peut-être que si j'avais jamais été à l'atelier de poterie de ma belle-mère, peut-être C'est que j'aurais ça. jamais découvert le plaisir de la terre. Ah, donc c'est assez étonnant en fait comment ça se passe. Mais ce qui compte dans l'histoire, et je pense que le message que j'aimerais bien partager là-dedans, c'est qu'en fait, on a toujours des situations pour rebondir. On peut toujours rebondir, et ce qui compte avant tout, c'est de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui me procure le plus de plaisir? Dans quoi est-ce que je peux être le meilleur finalement et passer du temps à la tâche? Et effectivement, c'est la sculpture, et tout est arrivé magnifiquement bien, mais je pense aussi parce que j'ai cette capacité à rebondir dans toutes les situations. Donc tu vois, je voulais te poser une question, de savoir si tu avais à un moment envisagé d'abandonner, mais bon, non, t'as pas envisagé d'abandonner, ça j'en suis convaincu, mais tu savais très bien que tu reviendrais autrement. C'est ça l'idée en fait. Ouais, il y a eu un moment où j'ai dû faire la part des choses aussi, en me disant, ok, voilà, ça c'est fait, maintenant je pense un peu plus à moi. Parce que c'est quand même c'est un sacrifice. Tu sacrifies Ah bah ta oui, vie est en danger aussi en quelque sorte. À certains moments, tu sais que tu n'es pas protégé du tout. Alors, ça craint. Et donc effectivement, arrêter, ça m'a traversé l'esprit lorsque je voyais aussi que les carènes parfois ne soutenaient pas assez les initiatives et je me retrouvais avec plein d'enfants qui crevaient la dalle et j'avais pas les fonds pour pouvoir acheminer de la bouffe. Effectivement, il y a des moments où tu es là, tu doutes, tu es frustré et tu as envie de tout casser et de dire aux carènes à travers le monde, mais réveillez-vous, arrêtez de vous acheter des chaussures à 200 balles et puis envoyez de l'oseille pour acheter du riz à vos enfants, tu vois. Donc mm, effectivement, il y a ces phases aussi de frustration parce que tu te dis, les gens ne me soutiennent pas, mais en même temps, m'ont rien demandé. J'y suis allé de mon plein c'est ça. gré. Donc c'est à moi d'assumer finalement. Mm, Et mm. du coup, j'ai tenu jusqu'au max. Et l'idée de relier ton art à la mission humanitaire, ça t'est venu comment cette idée? Et ben alors ça c'est venu parce qu'une amie m'a posé la question est-ce que tu vas refaire des trucs avec les carènes et tout ça, machin truc. Et on était en train de manger un Pokéball, là, un truc asiat, ici. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, tout s'est mis en... L'engrenage s'est réactivé et il faisait sens de pouvoir faire de la sculpture avec les enfants et de faire des sculptures avec de la récup. Donc on va prendre du bout de bois, du bois flotté, des bouts de plastique, plein de trucs qu'on peut trouver encore sur leur terrain parce qu'il n'y a pas de poubelle, hein, donc Oui, bah, on trouve des j'imagine. choses. On va faire des objets d'art, on va faire des poissons, des poules, des trucs comme ça. On va voir ce qu'ils vont faire les enfants parce que je sais même pas ce qu'ils vont nous pondre. Et en Donc en fait, 2026, je repars avec ce projet. Mhm. ton idée, c'est de pas emmener le Moringa là-bas, mais c'est d'emmener l'art et de leur apprendre à faire de l'art, en fait, c'est ça, hein. À créer et après à faire Exactement. le biais pour vendre leur art sur les marchés autour d'eux pour pouvoir leur faire gagner de l'argent pour qu'ils puissent après être autonomes, en fait, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Exactement. Voilà. Le projet, Donc, encore une fois, c'est la même structure en quelque sorte, c'est le même business model dans le sens où on va produire sur le terrain, commercialiser à mhm. l'international et l'argent revient pour soutenir les communautés de manière non compétitive. C'est-à-dire que dans une école où il y a 30, on va dire, le premier projet, on va faire 30 à 40 œuvres en un mois et demi. Donc ça, c'est vraiment le prototype que je vais lancer en 2026, un prototype que je vais pouvoir ensuite développer et proposer aussi à des galeries dans le monde ou des organisations humanitaires de pouvoir participer. Et en fait, l'idée est de faire de la production sur le terrain, d'exporter et l'argent revient pour le soutien humanitaire
Voilà. Et j'orchestrerai le bordel dans un premier temps. Et ensuite, je pourrais sous-traiter, enfin sous-traiter. Ça va être mes collègues avec qui on fait les œuvres, qui seront rémunérés aussi en fonction, qui vont organiser l'exportation et voilà, Et, garder l'école d'art ouais, en ouais. place pendant que moi je suis ailleurs. Et aujourd'hui, en fait, Il y aura aussi des œuvres, intervenants. aujourd'hui, tes œuvres, elles soutiennent le projet comment, du coup? Ben, elles soutiennent le projet dans le sens où une part des ventes que je fais auprès des villes est consacrée à ce projet, à cette initiative. Donc ça, c'est une chose. Ah, ok, on peut se dire, ok, le gars, il fait des œuvres, il vend une œuvre 15 000 balles à une mairie, ce qui m'est encore jamais arrivé, soit dit en passant. Et il se dit, on ne sait pas combien il va donner à son œuvre caritative, pourtant il l'utilise comme marketing. En fait, le truc, c'est que soit j'ai une partie conséquente de mes œuvres qui partent pour l'œuvre caritative, moi, mes fonds propres, ce que j'ai, moi, j'investis pas, j'ai pas une voiture à 20 000 balles. J'investis pas dans les murs. Pour moi, l'argent que j'ai investi dans ces projets humanitaires. Aujourd'hui, j'investis tout dans la sculpture pour avoir cet effet de levier, pour gagner suffisamment d'argent C'est avec la ça. sculpture, Mm, mm. pour pouvoir injecter le plus possible dans Oui, oui, l'humanitaire et le on a bien système que je suis en compris. train de mettre en place. On a Donc bien en fait, compris que tu fais tout pas ce que ça je pour vivre fais, dans un château, quoi. Voilà. non. Combien, tu vois, là, je bosse aussi dans le film. Le film me permet d'alimenter mon système. Je ne le dis pas forcément que l'argent que je gagne, je vais faire ça avec ça. Je vais prendre une partie de mon salaire pour faire ça. Non, c'est juste que voilà, moi je suis comme ça. L'argent que je reçois de manière générale et pour être utile pour une cause qui me semble cool et qui me stimule en plus d'un point de vue dopamine. Tu vois? Mm, mm. Donc, tu as gardé le contact avec la communauté Karen. Aujourd'hui, comment ils se portent? Bah, c'est pas top. C'est pas top top, ouais, j'imagine. Et Bah non, c'est pas top. Ça a jamais tu été les as top. C'est pour ça que j'y régulièrement? allais à la T'as base des aussi. nouvelles? Mais... Tu les as régulièrement? Ça va? Ouais, 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 j'imagine. j'ai des nouvelles. J'ai des Bon, nouvelles. ça va, c'est cool, J'ai quoi. des nouvelles. Il y a des moments un peu plus difficiles que d'autres, notamment lorsqu'il y a des sortes de petits putsch, tu vois, des changements Oui. de groupes armés sur certains territoires. Effectivement, des fois, c'est un petit peu chaud. Et Des fois, il faut fuir. Voilà. il y a un rôle aussi important, je Hier, quoi. pense. Les réseaux et les donateurs, ils jouent quel rôle dans cette nouvelle dynamique? Bah, le donateur, pour lui, c'est déjà un moyen de pouvoir faire quelque chose d'utile. Avec un peu d'oseille, même avec un 50 balles, tu arrives à acheter quand même beaucoup de riz, tu vois, Ah là-bas. bah là-bas, oui, 50 Le balles. donateur, Oui. son rôle, c'est de pouvoir avoir un impact sur le terrain. Euh, S'il me connaît un minimum, il connaît aussi ma transparence et ma loyauté envers bah, les donateurs et les gens qui en ont besoin. Donc chaque centime envoyé, c'est un centime reçu. L'impact qu'il peut avoir, c'est de soutenir des enfants. Et en plus de ça, je fais des vidéos sur qu'est-ce qu'on fait sur le terrain avec l'argent envoyé. Donc je montre l'impact direct de leurs dons sur les communautés. Donc ça, c'est une question, on parle de dons. Et aussi, on pourrait parler d'achat. Parce que les œuvres qu'on va faire avec ces enfants vont être vendables C'est ça. et l'argent va être aussi euh, documenté. Pardon. L'utilisation de l'argent sur le terrain va être documentée, ce qui va permettre à la personne qui a acheté cette œuvre-là de voir l'impact de l'achat de cette œuvre, encore une fois, sur la communauté. Donc, ça peut être vraiment stylé. Et les œuvres vont être filmées aussi lors de la fabrication, ce qui veut dire que la personne qui achète l'œuvre aura aussi la vidéo de l'enfant qui a fait l'œuvre. Superbe. Ça va être C'est génial. super. Moi, Ça va être génial. ça me stimule trop, quoi. J'ai trop envie de commencer déjà. Aujourd'hui, ton engagement, tu le vois comment? Comme une continuité ou comme une renaissance? Oh, c'est une continuité. C'est une continuité. D'accord. Et Ah si tu oui. pouvais retourner demain là-bas, tu commencerais par quoi? Si je retourne demain là-bas, je commence par aller manger une salade de samosa au Borderline Shop à Mesot. C'est un endroit mais extrêmement fantastique Ouais, vous avez avec une tous cuisine noté l'adresse, végétarienne trop j'espère. trop bonne. J'irai- Ouais, je pourrais t'envoyer. Et ensuite, j'irai directement sur le terrain pour revoir mes potes et je rapporterai des tonnes de fruits, des ananas, des mangues et des bananes et des œufs.
Et on commencerait à parler du projet avec les enfants. On ferait donc des meetings avec les enfants et tout ça, ceux qui veulent participer au projet. Mais j'aurais bien sûr en amont déjà anticipé le truc, où j'aurais déjà demandé aux profs de me choisir les enfants qui seraient ouverts à faire ça. On aurait parlé avec les parents des enfants, s'ils en ont, parce qu'il y a beaucoup d'orphelins évidemment. On aurait parlé Bah avec les oui. enfants s'ils sont ouverts à ce qu'on les voit sur les réseaux sociaux, en leur expliquant qu'est-ce que c'est un réseau social. Et en fait, on commencerait directement à faire des œuvres avec les enfants sur le terrain et je filmerai. En fait, le challenge, c'est ça, c'est 30 jours à 40 jours, un film par jour, et je te montre en Thaïlande et en Birmanie comment on fait une collection d'œuvres d'art et une expo en aussi peu de temps et comment on génère de l'oseille. Un challenge, voilà, c'est ce que je vais faire de toute façon. C'est prévu, c'est déjà calculé. De toute façon, d'après ce que tu me dis depuis tout à l'heure qu'on discute et puis depuis que je commence un peu à te connaître, là le projet il est déjà en place dans ta tête, t'es déjà passé au suivant j'imagine. J'en suis persuadé. Ce serait quoi le projet de celui-ci, le projet humanitaire, tu veux dire? Ouais, là t'as passé un projet humanitaire avec les Karen, aller leur apprendre l'art pour mettre ça au niveau international et puis qu'ils vendent et puis qu'ils deviennent autosuffisants. Mais là ce projet-là il est déjà en place, entre guillemets déjà fait, mais je suis sûr que t'as déjà pensé à autre chose. Alors justement, ce projet, il n'est pas encore fait et j'aimerais bien pouvoir vous montrer des vidéos de ce qu'on a fait sur le terrain, mais j'en ai pas encore parce qu'il va se mettre en place en 2026. Effectivement, ensuite, d'un point de vue un peu mégalo, effectivement que ce projet-là, j'ai envie de l'exporter et finalement, pourquoi pas d'aller, comme je te disais en off, dans les favelas au Brésil et de faire les mêmes Mm. activités, tu vois, d'aller faire des œuvres avec les enfants et de les vendre et finalement de vendre une œuvre qui a une histoire et pas simplement un bout de bois qui ressemble à une baleine ou à un poulet, tu vois. Donc C'est ça. effectivement, pouvoir grandir le projet, ce serait hyper intéressant et de, en quelque sorte, développer des succursales à travers le monde, pourquoi pas même en Palestine, tu vois, ou dans des pays en guerre. Bon, bah, c'est évidemment un Mm, endroit mm. qui me stimule particulièrement. Et de monter des gens fiables, au plus possible, en tout cas. Les gens sont parfois très peu fiables. Et de continuer la production d'œuvres avec des enfants et la vente et réinjecter l'argent. J'aimerais bien faire ça de manière internationale. Effectivement, la production et Et, la vente aussi, oui. ouais. Et le projet Moringa aujourd'hui il continue sous une autre forme. Tu parlais que t'avais monté un peu ça en Alors, il me France. semble que oui, alors ce projet Moringood, là, ce projet que j'avais monté, non, n'existe plus. Il En n'existe revanche, plus. il me semble que les plantations, j'ai refilé les plantations à une autre organisation qui vise à euh, soutenir, c'était quoi déjà? C'est soutenir la réinsertion sociale, socio-professionnelle d'addicts aux drogues, donc c'est des birmans et des trucs comme ça. Et en fait, cette association m'a racheté les machines, parce que bien sûr, il y a des machines pour pouvoir produire, Mm, mm. et je leur ai offert mon expertise. Je leur ai tout expliqué, et je leur ai aussi donné l'accès aux plantations. Donc, ils mènent et je pense qu'ils mènent encore leurs activités. J'en saurai plus quand je retournerai en Thaïlande. Ouais. Et tu y retournes quand? 2026, t'as dit En c'est 2026, prévu pour j'ai quand? pas. T'as pas, Ouais, pas d'idée, pas de date euh, fixée? j'aimerais partir début 2026. Effectivement, il me faut une enveloppe de 5 à 6 000 balles. Il faut que je puisse être en capacité de me dire j'ai 5 à 6 000 balles à, à perdre en gros, parce que c'est un coup de poker. Tu pars, tu te dis pas je vais gagner de l'oseille. Tu te dis je vais investir, on va mettre ça là-bas dedans. Il faut que puisse payer aussi mon atelier ici. Tu vois, j'ai quand même des Mm, mm. charges. Donc Ouais, ouais, effectivement, il faut d'un point de vue financier que j'ai cette oseille pour pouvoir mettre en place ce système. Et c'est ce qui rend la chose intéressante et aussi un peu frustrante, c'est que si j'étais millionnaire déjà, j'aurais pu le monter depuis un moment. ouais. Mais non, Et pas l'argent, encore. l'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue, hein, comme on dit. Hein. Comme on Ouais, je pense dit. qu'il pas d'argent fait pas le bonheur non plus. Ouais. Et une dernière petite question par rapport à tout ça. Après, on va passer à un autre sujet. C'est qu'est-ce qu'ils t'ont appris eux sur la résilience? Ah, Ah, excuse-moi. non, bah, t'as tout dit. Ah, bah, ils m'ont appris la résilience, les gars. Ils m'ont appris la résilience. Et ils m'ont appris aussi d'un point de vue psychologique que si tu enfermes un peuple pendant suffisamment de générations, ce peuple devient euh, ton esclave. Il se rebelle même plus. Il a même plus d'envie de meilleure vie, tu vois. Ils se contentent de ce qu'ils ont. C'est C'est terrible. ça. Les C'est ça. enfants, eux, rêvent encore d'être chanteurs, artistes.
d'être médecin. Là, ils rêvent encore, les enfants. Mais les adultes, ils n'ont plus de rêve. Ah, ça dépend lesquels. Ceux qui ont encore une âme d'enfant, ils arrivent à rêver. Alors, rêver, c'est une chose. Ensuite, retournons sur la résilience. Bien sûr qu'ils rêvent, bien sûr qu'ils se disent, oh, j'aimerais bien avoir ma carte d'identité thaïlandaise, j'aimerais bien aller, que mes enfants aillent à l'école thaïlandaise, j'aimerais bien voyager, voir les États-Unis. Bien sûr qu'ils rêvent, évidemment. Si j'ai bien Mais je te compris, parle en résilience, c'est-à-dire en mode de vie sur le terrain, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. si Ils j'ai sont bien trop faibles compris, par rapport à... eux, vraiment, entre guillemets, si je peux dire, le but, pas le but, mais ce qui va les approcher, eux, ce qu'ils visent, c'est quand même la Thaïlande. C'est ce qui est le plus proche pour eux pour sortir de où ils sont. C'est la Thaïlande. Il n'y a pas d'autres possibilités là-bas. Dans cette zone-là, effectivement. Dans cette Voilà. zone-là, c'est la Thaïlande, ouais. Est-ce que tu C'est me disais, c'est là-bas, il y a pas énormément de choix de carrière, entre guillemets, quoi. C'est soit t'es paysan, soit t'es militaire pour faire la milice, ou soit t'es prof parce que t'es un peu moins bête que les autres, t'es prof, et puis c'est tout ce que t'as comme choix, quoi. T'as pas 36 solutions. Exactement. Mais toi, tu vas leur amener ce côté, justement, artistique, qu'ils aient une autre possibilité pour pouvoir vivre et puis sortir un peu de tout ça. Donc, en fait, avec l'art, pour qu'ils puissent vendre l'art, gagner de l'argent, et avec l'argent, pouvoir subvenir à leurs besoins. Très belle idée. Franchement, très belle idée, Voilà. quoi. Et bien sûr, le plus important, c'est de pouvoir créer un système autosuffisant, c'est-à-dire qu'ils puissent s'alimenter tout seuls. Qu'eux ne soient pas dépendants de moi pour vivre. C'est ça. Et quand bien même, ils ont besoin d'autres. Et ce sera impossible de monter un système qui soit aussi pérenne sans ma présence. En tout cas, sans la présence d'un tiers qui mènerait cette activité, qui gérerait en quelque sorte le business. Bees from Earth, ça s'appelle. Bees from Earth, il y a déjà une page Instagram. Ouais, voilà, on va voir. On va voir comment ça va se mettre en place. Et, Ça va bien se mettre en et place. on va voir aussi les idées qui viennent au fur et à mesure, tu vois. Il y a, il y a Effectivement, tous les le but éléments qu'il étant, faut pour que ça se passe bien, quoi. Entre guillemets, Oui, c'est ça. Tu mets les éléments qu'il faut pour que ça se passe bien, malgré la difficulté. Je sais que t'aimes pas que j'emploie le mot là, mais en fait, la difficulté, c'est la difficulté de trouver la solution, en fait, quoi. Les problèmes, ils sont là, mais le plus dur, c'est trouver la solution pour régler le problème, en fait, quoi. C'est plus ou moins comme ça. Mais ouais, très belle démarche. Franchement, n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas Merci à tous. faites ce qu'il y a à faire. Merci, ça fait très plaisir. Je voulais te faire un petit moment you comme je fais d'habitude, mais là on va éviter. Mais je vais quand même te poser quelques petites questions tac au tac assez rapides parce que j'aime bien ce format de questions. On va faire simple, je vais vraiment faire simple. Pour toi, aider, c'est un besoin ou une conséquence? C'est un kiff. C'est un kiff. Pas besoin. Le mot donner, tu l'associes à quoi? Donner, à gratos. Tu donnes sans attendre, quoi. Le silence d'un pour donner. camp de réfugiés, par exemple, est-ce que tu l'entends encore? J'entends. Il n'y a pas de silence. Tu entends le vent, tu entends parfois les arbres, tu entends les poulets, tu entends les gens ronfler. Tu entends plein de trucs, les chiens aboyer. Tu peux entendre des tirs de fusil aussi au loin. Ouais, mais ça, c'est parce qu'ils chassent, là, c'est normal. Tu entends les moustiques. Ouais. Est-ce que tu as une odeur qui te Le ramène silence, là-bas? toujours quelque chose. Est-ce qu'il y a une odeur qui te ramène Une odeur? là-bas? Ouais. Ah ouais, il y a pas mal d'odeurs. Et l'odeur qui me vient en premier, c'est l'odeur des pesticides. D'accord. Le moringa, plante, symbole ou promesse pour toi? Pour les trois. Les trois. Si Pourquoi la choisir? vie t'offrait un nouveau départ, tu reprendrais la même route? Bien sûr. Et si tu pouvais dire une phrase aux enfants Karen ici et maintenant? Oh. Bah merci hein, les gars. Vous êtes trop forts. Et Accrochez-vous. la phrase que tu pourrais Peut-être que te votre dire, vie sera meilleure. L'autre vie sera meilleure. la phrase Pardon la phrase que tu pourrais te dire toi au moment de ton départ de là-bas. Yallah. Voilà. C'était les petites questions que je voulais mettre un peu au point, tu vois. C'est des petites choses comme ça que j'aime bien.
Waouh. Ah, tu m'as. C'est beau ce que tu fais, c'est vraiment beau. Hein. Qu'est-ce que Merci, mec. qu'est-ce que tu voudrais transmettre à ceux qui nous écoutent et qui te regardent aujourd'hui? Alors effectivement, ce que j'aimerais transmettre, c'est que travaillez sur votre courage. N'ayez pas peur d'entreprendre parce que dans la majorité des cas, vous aurez toujours un toit sur votre tête et à manger parce que vous avez de la famille, parce que vous avez des amis. Et si vous trouvez les choses difficiles à mettre en place parce que vous avez des peurs, sachez que vous trouverez toujours une solution pour pouvoir vous en sortir. Ça prend un certain temps parfois pour réaliser vos rêves, pour réaliser qui vous êtes. Mais commencer aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de pouvoir commencer ce chemin qui est le chemin d'une rencontre face à vous-même surtout. Mm. Et si t'as Et des. allez-y. Franchement, courage. Le courage. Foncez, ouais. Allez-y, sans peur. Ouais, Et, allez-y. puis, et comme on dit tout le temps, En fait, ouais. la réussite est emballée dans un paquet d'échecs. Vous allez vous casser la figure, mais à la force de la réussir. Avant de courir, on a appris à marcher et on s'est cassé la figure. Et puis aujourd'hui, on court, quoi. Donc faut y aller, faut insister. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis en fait, c'est vrai que on se le dit tous. On vit dans un monde Mm. qui a un Tu vrai vois, cadre. Flo nous le dit. On Hein. vit dans un monde où lequel. Pardon? Flower dans le chat nous dit, elle se dit tout le temps, ouvrez les yeux et regardez autour de vous, quoi. Elle a raison, elle a totalement raison, Oui, quoi. alors effectivement qu'on vit dans un monde dans lequel finalement l'humain n'a plus sa place. Donc ça c'est un fait. Et on se le dit tous. Et on est là tous en train de se dire ouais le monde nous manipule, le système éducatif et tout ça machin truc blablabla. Ok, ça c'est une chose. Ouais, mais Sauf que maintenant qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place? C'est comment est-ce qu'on se réalise nous en tant qu'être humain? c'est Qu'est-ce ça. qu'on a envie de faire de ce monde-là? Et ce qui est intéressant c'est de pouvoir tout briser et de se dire mais merde, s'il me restait un an à vivre. Et j'ai envie de terminer avec ça. Parce que Mm, c'est mm. mon motto, ça c'est mon truc, mon leitmotiv. C'est depuis quelque peu j'ai trouvé cette solution. S'il me reste un an à vivre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'entoure toujours des mêmes personnes? Est-ce que je suis en couple avec cette même C'est personne? ça. Est-ce que finalement je garde mon travail? Qu'est-ce que je fais? Il me reste un an à vivre. Et j'ai envie de tout péter. Et voilà. S'il te Mm. reste un an à vivre, qu'est-ce que tu fais toi? Ah, bah, je sais Et toi déjà, moi. Alex, s'il te Moi, je reste un sais an à déjà, vivre, moi. qu'est-ce que tu ferais? Ah, je sais déjà, je serai encore plus heureux que je ne suis aujourd'hui, quoi, tu vois. Bah Euh, alors, s'il y a ce des que jeunes t'attends. aujourd'hui, s'il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent t'aider, comment ils peuvent s'impliquer concrètement Alors, s'ils veulent m'aider, écoute, on peut tous s'aider ensemble. Moi, je peux t'aider à aider si tu veux. Et alors, il y a plusieurs solutions. Il y a soit l'argent, envoyer de l'oseille, bah, évidemment que ça, c'est quelque chose d'utile, de simple en plus, parce que bon, une transaction, on achète là-bas sur le terrain. Le deuxième truc pour pouvoir aider, c'est de venir sur le terrain, mais pas trop jeune du coup, parce qu'il faut être quand même majeur, et de pouvoir, tu vois, et dans ces zones-là, c'est possible d'y aller. On peut faire ça safe. Tu peux venir. Si tu es un artiste et que tu fais de la peinture ou des collages ou peu importe, effectivement, que tu peux avoir accès à ces terrains, je t'emmène. Mais pour là, il faudrait venir en Thaïlande et tout ça, machin truc. Une autre manière d'aider, ce serait évidemment de partager sur les réseaux sociaux lorsque je poste des trucs sur l'humanitaire. Mais en vrai, merci infiniment à tous. Mais je n'attends pas là-dessus pour mener l'activité. Je pense qu'une fois qu'on lance le bazar, tout se met en place. Il faut juste agir en masse et l'aide vient naturellement au moment voulu. Comme je te disais tout à l'heure, le besoin crée le membre. C'est ça. Et toi, dans toute cette aventure, qu'est-ce que ça t'a laissé d'irréversible? Ça m'a laissé d'irréversible que en fait, on n'a pas de mission dans la vie. On fait ce qu'on veut. On est là, une sorte de truc qui flotte comme ça, un mélange d'eau et de bâton qui tiennent debout. Et c'est assez extraordinaire. Et en fait, vu la grandeur de notre imaginaire et de la grandeur de notre univers, en fait, on peut faire ce qu'on veut. On a nos limites. Personne n'est là pour nous dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc, réjouissons-nous et vivons l'expérience de la vie à fond, quoi. Tout à fait, tout à fait. Alors, Beast from Earth, si tu veux trouver l'Insta par hasard, je vois un commentaire. Ouais, Si tu veux c'est trouver Walter qui l'Insta de cherchait. Beast from Earth sur mon Insta, c'est sur la vidéo pinée. Donc, j'ai piné la première vidéo, c'est là où j'aborde justement le sujet de Beast from Earth. Et il y a je ne sais pas si j'ai mis le lien. En tout cas, dans la vidéo, tu vois l'écriture Beast from Earth. Beast, c'est B-E-E-S. Beast Ma- from Earth. B-E-E-S, comme les abeilles. On va prendre le temps de répondre à quelques questions de tout à l'heure qu'on a laissé un peu passer vite fait par rapport à ton art. Walter qui demandait combien de temps ça mettait pour sécher ta plastiline. Ah, la plastiline, ça sèche jamais. La terre, l'argile, ça peut prendre un mois à sécher à cœur si c'est très épais.
Me concernant, je brûle la surface, comme tu peux le voir dans certaines J'ai vu, vidéos, ouais. pour Ouais, avoir ouais. une surface dure qui me permet de pouvoir appliquer mon silicone sans abîmer la texture de surface. Ok, Voilà. nickel. Ensuite, les Ouais. produits que j'utilise, à savoir le silicone, normalement, il catalyse entre 4 et 8 heures. Moi, avec mes techniques spéciales, je fais un caisson autour avec un chauffage qui permet au silicone de sécher en 2 heures. Et ensuite, les résines acryliques que j'utilise pour faire mes coques de moule et mes tirages, celles-ci, elles prennent normalement en 25 minutes par couche. Si tu enchaînes, bam, 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 tu arrives à faire plusieurs couches en quelques heures. S'il y a des gens qui ont des questions, profitez-en. Hein, Thibaut est là. Allez-y, profitez-en. Ça veut deux, trois questions à lui poser. Parce que j'ai pas posé toutes les questions. Hein. J'en ai encore d'autres hein, si besoin est. Hein, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Qu'est-ce que tu veux leur apprendre comme premier truc aux enfants là-bas quand tu vas arriver dans l'art? C'est être autonome, c'est construire, c'est fabriquer, c'est créer. C'est quoi que tu veux leur apprendre en premier? Euh, c'est, on se fait plaisir, hein. Moi, je suis pas là pour apprendre quoi que ce soit, je suis là pour accompagner, en fait. Et je pense que c'est le clivage qui est assez intéressant, c'est que je suis pas là pour leur dire quoi faire, je suis là pour les encourager à être qui ils sont. Donc, on va voir. Je sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est qu'avec mes compétences techniques, je pourrais les guider pour que leurs pièces puissent tenir sur un petit piédestal, C'est une petite ça. tige en ferraille. Je leur apporte des outils. Voilà, il y aura une visseuse, une scie, des clous, des vis. Voilà, Ouais, voilà, c'est ouais, tout ce que ouais, les bases, je quoi. peux rapporter. Il y a Walter qui demandait si le moringa, c'est une plante qui est originaire de la Birmanie. Alors, c'est une plante originaire de la ceinture équatoriale. Et si tu regardes sur les cultures du moringa, donc il y en a tout autour du monde, ce qui est assez étonnant, c'est de voir que le moringa pousse dans généralement des pays en famine, D'accord. ou sous-développés, ou voilà, ou des petites disparités sociales. La dernière question que je vais te poser, et après on va clôturer, on va rester là-dessus, c'est qu'aimerais-tu que les gens retiennent de ton passage ici? Que en fait, on a le pouvoir de faire absolument ce qu'on veut, sans limite, et c'est aujourd'hui que ça commence. Voilà. Alors pour finir, messieurs, dames, je voulais juste rajouter un dernier petit truc. Alors, il y a une dernière question. Alors, c'est de demander si tu avais vu d'autres endroits que la Birmanie ou si tu étais resté dans l'endroit où était la communauté. Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion d'apporter la Birmanie, je ne veux pas dire en long et en large, j'ai eu l'occasion d'aller dans des terrains qui sont légaux, tu sais, où tu peux te promener, tu peux louer un scoot. Et bien sûr que je suis allé aussi dans des terrains très chauds, plus excentrés, mais là, c'est encore une fois des endroits que je ne peux pas citer pour des raisons de sécurité pour mes compatriotes et pour moi-même. Et est-ce que tu as senti un danger là-bas des fois? J'imagine que oui. Oui, bien sûr, Ouais, constant. j'imagine que oui. Ouais. Ça n'a pas dû être Bah oui, simple. t'es armé, quoi. T'as rien à Alors, foutre là. Tu vois, quand tu passes des checkpoints militaires où les gars, ils ont des barrières et ils sont là avec des lance-grenades et toi, tu passes dans ton pick-up avec tes 20 soldats parce que ça fait plaisir à l'armée que tu sponsorises pour aller acheminer de la nourriture parce que tu les payes, l'armée. Tu vois, tu leur donnes de l'oseille. Et ben eux, ils s'enflamment, ils se disent, allez, tiens, on va se la péter, on va mettre oui, le bah paquet oui. pour montrer qu'on est là. Tu vois, ils utilisent tous les prétextes en quelque sorte pour te protéger, soit pour que tu puisses acheminer de la nourriture, mais aussi pour montrer qu'ils existent. Et aussi, ils savaient que je filmais et tout pour montrer un peu, voilà, ils existent comme ils peuvent. Donc effectivement, ils mettent le paquet. Donc c'était chaud, oui. C'était chaud, non, parce que j'étais bien encadré. Mais c'est vrai qu'il en faut peu parfois pour se retrouver dans un guet-apens et finalement ne pas pouvoir sortir d'une situation simplement parce que tu es en minorité démographique et d'armement aussi, parce que Ouais. tu vois, c'est un peu celui qui est Euh, la plus grosse. Et au niveau médical, il y a Flower qui demande au niveau médical, ils font comment là-bas? Ça se passe comment? Ça va pas être. Ouais, c'est pas les hôpitaux qu'on connaît ici, j'imagine déjà. Non, bah alors au niveau médical, il y a des petites cliniques qui sont organisées dans certains quartiers, dans certaines brigades. On appelle ça là-bas, il y a des brigades sous embargo. Donc dans certaines brigades, il y a des ONG qui parviennent à monter des cliniques justement en exportant, enfin en important chez eux euh, des compléments alimentaires, des vitamines, des doliprane, des trucs comme ça, des trucs un peu plus poussés aussi concernant les vermifuges et les infections cutanées, sous-cutanées. Donc il y a des petites cliniques, mais il est vrai que c'est rudimentaire. Il ne se passe pas grand-chose, il y a énormément de carences, de malaria. Voilà pourquoi aussi les gens ne vivent pas très vieux là-bas. Donc non, il y a pas grand-chose à faire.
là-dessus. C'est effectivement un pôle qui serait intéressant de développer pour pouvoir acheminer davantage de produits pour la santé dans des cliniques. Et puis les rendre plus accessibles aussi aux gens, parce qu'il y a beaucoup de cliniques qui sont très loin, finalement. Eh ben écoute, je pense qu'on va finir sur ces belles phrases. Moi, je trouve que c'est bien. Si vous avez d'autres questions, on a encore un peu de temps. De toute façon, on a le temps qu'on veut. On le prend, le temps, tout simplement. Ouais. Moi, je voulais juste rajouter une dernière petite chose, parce que ton projet, pour moi, c'est pas seulement une histoire d'aide, hein, mais c'est surtout une histoire de lien, j'ai l'impression, je pense. Et c'est ce que je ressens dans ce que tu expliques. Et ce que Thibaut, ce qu'il faut comprendre, moi, ce que j'ai compris, c'est ce que Thibaut a planté là-bas, comme ici. C'est une idée simple, toute simple. C'est que la beauté peut nourrir et que la solidarité peut se modeler comme la terre, lentement mais durablement. Donc franchement, pensez à tout ça, réfléchissez à tout ça. Et moi, je trouve que c'est un bel exemple de courage et de belles choses que nous montre aujourd'hui Thibaut. Donc merci à tout le monde, merci à tous, bravo à tous. Merci à tous. Et bravo à toi et merci d'avoir répondu présent à mon appel, Thibaut. Avec grand plaisir. Et effectivement, pour Walter, merci pour cette conclusion. Et effectivement, pour Walter, il y a beaucoup de régions en Birmanie qui sont accessibles. La Birmanie est un pays hautement touristique, quand même. C'est juste qu'il y a des coins sous embargo. Effectivement, il y a beaucoup d'endroits où tu peux pas aller. Et quand bien même tu vas dans les endroits touristiques, je peux te dire que le régime birman sait où tu es. Ensuite, pas de problème avec la faune locale, genre moustiques, serpents ou quoi. Bien sûr, il y a il y a la malaria, il y a la dengue. Il y a des serpents, évidemment, il y a des cobras, il y a tout ce que tu veux. Mais sinon, ça va. On est bien. Et ben voilà, merci à tout le monde. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. On a une nouvelle personne qui sera là, 2 nouvelles personnes qui seront là dans 15 jours. On prendra le temps qu'il faut pour parler de tout ce qu'on a à parler. Mais je te remercie encore beaucoup, Thibaut, parce que je viens de passer un moment extraordinaire et j'ai appris beaucoup de choses grâce à toi. Moringa, je ne connaissais pas. Merci beaucoup. Tout ce que tu fais, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et il faudrait qu'il y ait encore plus de gens qui fassent ce que tu fais. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous voulez donner de l'aide, lui donner l'aider tout simplement, voir ce qu'il fait. N'hésitez surtout pas, quoi. N'hésitez pas. Je vous le redis encore, n'hésitez pas. Au revoir Merci à tout le tous. monde. Et Et super bonne journée. fin de journée.